Alors, voici venu le temps de faire un petit bilan à la fois graphique et thématique. Alors, vous m'avez vu au premier rang avec des feuilles qui tombaient les unes après les autres, alors qu'on est plutôt dans un printemps bien avancé et pas à l'automne. Mais donc, j'ai tenté de créer une mémoire graphique des interventions d'aujourd'hui. Je continuerai demain. Dans un sens évidemment en essayant d'attraper ce que je pouvais, ce qui me semblait important, évidemment en ratant plein de choses. Et d'un autre côté, Frédéric a lui noté quelques points, donc on va regarder les dessins que j'ai réalisés et puis de façon thématique, tu prendras la parole pour pointer des thèmes récurrents et transversaux. Alors, comme la force des images est absolument donc redoutable et qu'on ne s'est pas forcément concerté donc avant, c'est vraiment un petit peu donc improvisé comme manière de faire. Alors voilà comment on va vous proposer. On va commencer tout de suite par vous montrer, si je puis dire, une première planche avec un certain nombre de vignettes. Ensuite, je vais faire un premier point qui me semble commun donc aux différentes interventions. Et puis si ça fonctionne comme ça, on va poursuivre le défilé, le déroulé jusqu'à la fin de la présente séance. Voilà, donc première série, donc d'ordre chronologique. C'est les premiers dessins qui ont été présentés. Tout à fait. Moi, je saisis et j'attrape et du coup, je ne fais pas un travail thématique. Effectivement, on pourrait faire ça, effectivement, dans un grand dessin, mais là, j'essaye de saisir un petit peu et des débats et de ceux qui les conduisent. Alors, donc, moi, je vais être beaucoup plus synthétique, parce que donc là, mon voisin donc a produit donc un nombre incalculable de dessins en une journée. Alors simplement, bon, le premier thème qui est apparu, enfin me semble-t-il, c'est les conditions de réalisation, soit d'une résidence d'artiste, soit de collaboration donc avec un auteur ou une autrice. Alors parmi ces conditions, ce qui a été dit à plusieurs reprises par plusieurs personnes, alors sans forcément établir une hiérarchie, mais le premier point là-dedans, ça serait peut-être le cadre juridique, en disant il faut d'emblée que les choses soient fixées, parce que du coup comme ça les différentes parties savent à quoi elles s'engagent, et puis ça protège bien sûr les auteurs ou les autrices. Le deuxième point dans ces conditions, c'est le fait aussi qu'il faut qu'il y ait un projet, que le projet soit véritablement donc construit, et autour de ce projet, ça peut être la valorisation première sous la forme d'une exposition, ça peut être un projet au long cours, réalisation, entraîner un certain nombre d'éléments, et pour ça, il faut que se produise à un moment donné une véritable interaction entre les auteurs, et puis les auteurs et puis les chercheurs. Voilà. Et ça, c'est un peu la condition de la réussite. Alors toujours dans ces conditions, qui est mon premier point, le troisième aspect qui a été donc évoqué à plusieurs reprises et longuement, alors il s'est pas défini, mais c'est essentiel, c'est la question de la confiance. Voilà, il faut que chacun ou chacune des partenaires se sente véritablement donc en confiance, soutenu, voilà, qu'il n'y ait pas de malfaçon, si je puis dire, voilà. Et donc on continue donc maintenant pour. Alors là, souvenez-vous, c'était donc ce matin avec la présentation de Thomas et de sa résidence. Mon œil de graphiste voit que le scan fait une bande jaune, donc ça me rend évidemment malade, mais j'espère que ça ne se voit pas sur l'écran ou à peine. Non, ça se voit pas là. C'est du gris, là, oui. Voilà. Parce que sur l'écran, on a l'impression que les personnages sont roux, en fait. En réalité, c'est ce qu'on a là. Donc ça surprend un peu, mais sur l'écran, c'est bien les bons tons qui sont préservés. Alors, juste un petit aspect technique. Moi, j'utilise un stylo plume d'écolier, enfin un petit peu à peine amélioré, un pilote japonais, mais c'est à cartouche. Je mets une encre carbone qui est une encre pigmentaire, donc je peux ensuite mettre de l'aquarelle sans que mon encre ne bave, et donc ça me permet d'avoir ce rendu avec un petit peu de couleur quand même, et d'écrire comme on écrit quand on est au lycée et après, quoi. Voilà. Il y a aussi des choses plus sombres avec du feu de pinceau, et voilà. Hop.
Bon, très bien. Non, parce que là, on était parti pour aller vers le stakhanovisme graphique. On aurait pu faire aussi une brochure pour expliquer. Là, c'est vraiment donc impeccable. Alors, deuxième point, il me semble-t-il, c'est là la question, alors qu'on peut intituler le titre serait peut-être à modifier, mais c'est la question peut-être du goût pour la bande dessinée. Voilà, ça c'est quelque chose, il faut avoir une appétence pour la bande dessinée, et quel que soit donc un moment donné où la décision se prend. Donc ce goût pour la bande dessinée, alors ça a été parfois, donc il y a des confessions, voilà, c'est le goût comme lectrice ou comme lecteur. Et c'est pas pour faire de la délation, mais on a donc, nous, à l'Université de Poitiers, une collègue, par exemple, qui est devenue la spécialiste des Vikings, qui intervient dans tous les festivals. Son livre qui a été primé, c'est Harald à la lampe bleue. Donc déjà, rien que le titre, c'est très évocateur. Et en fait, elle raconte, pas dans ses ouvrages, ni dans les préfaces, que son goût pour les Vikings lui est venu de la lecture de Thorgal. Comme quoi, on est toujours finalement rattrapé par son sujet. Et donc, le goût pour la bande dessinée, pour l'univers graphique, c'est un élément qui est important, qui explique que des rencontres peuvent avoir lieu après, donc, à l'université. Ensuite, il faut aussi donc avoir, si je puis dire, dans ce goût pour la bande dessinée, c'est aussi des interrogations sur comment représenter des objets ou des sujets de recherche. Donc là, évidemment, c'est une difficulté, mais ça peut être aussi donc un raccourci, tout en sachant qu'on pourrait aussi aborder des aspects qui n'ont pas été questionnés encore, mais c'est peut-être la question de représenter, par exemple, des sujets qui sont plus particulièrement difficiles. Bon, comme Viviane Allary est parmi nous, donc c'est la question, par exemple, de la guerre civile espagnole. Parce que dans un album, c'est une fiction, donc on peut inventer, on peut imaginer, on peut raconter. Quand on essaye de faire une bande dessinée, disons, documentaire, où on essaye de présenter le même sujet, là, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Et puis quand on évoque aussi donc la question de la valorisation de la science, peut aussi se poser la question de l'éthique, c'est-à-dire l'éthique de la recherche, l'éthique du chercheur. Bon voilà, c'est des questions qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour, qui sont donc traitées dans un certain nombre de congrès, de conférences internationales. On multiplie parfois donc les précautions, et donc ça a été dit tout à l'heure à plusieurs reprises. Si on essaye de montrer donc la recherche en train de se faire, le doute, eh bien ces questions donc évidemment apparaissent aussi à un moment donné ou à un autre. Tout à fait. Et par rapport à le questionnement de comment mettre en image ce doute et ces choses-là, Thomas Véril, donc qui est, vous avez vu, c'est la fin de la première séquence, donc où il présentait son travail. Lui se posait aussi, a dit ce matin, et ça me semble très important, qu'il y a tout un travail dans la narration qui consiste à gommer, retrancher. Au fond, puisqu'il a fait une analogie avec le cinéma, c'est tout un travail de montage. Ce que je présente d'une certaine façon là, ce sont des rushs. C'est-à-dire que j'ai fait des images de la même façon qu'un documentariste, fait un ensemble d'images, et puis après on peut éventuellement faire tout un travail de remontage de telle façon à avoir ou le garder brut, mais parce qu'il y a aussi des émissions qui s'appellent brut et qui donnent ce côté très brut. Mais en tout cas, voilà, n'attendez pas justement ni un travail thématique ni un travail de montage. Il n'est pas encore là. Ce sont des données brutes. Alors, troisième point sans doute, me semble-t-il, c'est la question même de la résidence ou alors de la collaboration. Puisque, bon, tout à l'heure, il a été dit que parfois ça se faisait les échanges par téléphone pour différentes raisons, mais en tout cas, cette résidence ou cette collaboration, alors évidemment, il faut tout d'abord qu'il y ait un cadre. Alors, si le cadre est particulièrement bucolique, c'est mieux, mais bon, chaque université donc, peut proposer en fonction de ses moyens et puis de la façon dont on peut être soutenu. Ensuite, il faut évidemment, ça a été souligné, c'est la question aussi du calendrier et de la temporalité. Et donc là, évidemment, on présente, alors je me mets à la place évidemment d'un artiste, on présente un dossier en résidence, on se dit bon ça va être formidable, et puis du coup on est sélectionné et on découvre finalement qu'il y a aussi un certain nombre d'actions de médiation qui vont être aussi un petit peu chronophages. Alors on peut être passionné, mais du coup la gestion du temps, c'est quelque chose évidemment à ce moment-là qui est particulièrement difficile, parce que qui a véritablement l'expérience d'avoir fait ça donc en temps contraint, cette réalisation d'une bande dessinée
dessinée complète, si je peux dire, ou qui puisse répondre à quelque chose. Ça, c'est un élément qui semblait donc absolument donc important. Ce qui veut dire aussi que des fois, sans doute, ça peut être un élément tout à fait valorisant d'une certaine manière, un apprentissage, c'est-à-dire aller vers les purs. Voilà. Alors ça ne veut pas dire forcément la simplification, mais être capable finalement de rendre compte de l'essentiel. Et puis toujours dans ces conditions de la résidence, ça a été souligné aussi à plusieurs reprises, et notamment donc ce matin, c'est la question de la liberté. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de contrat moral d'engagement autour d'un projet, et puis après ça, finalement, donc carte blanche est donnée pour la réalisation de ce projet. Et ça, c'est un point, cette liberté de création. Sans liberté, il n'y a pas de création. Donc cette liberté de création, ça a été donc un élément qui a été très fortement donc souligné. Tout à fait. J'étais pris par des problèmes techniques, donc. Mais en tout cas, on rejoint pour la première table ronde, effectivement, ce qui vient d'être évoqué sur la faisabilité. Et Lionel rappelait qu'au-delà de 20 à 30% du temps de résidence consacré à la... Je suis sous son regard, donc il me corrigera. Mais au-delà d'un quart du temps consacré à une médiation, on n'a plus de temps pour la création, et c'est quand même le maître mot et ce pourquoi les résidences sont faites. Alors peut-être quatrième point un petit peu transversal qui est commun à de nombreuses interventions, c'est les actions de médiation. Et là, donc, l'objectif, c'est de dire que finalement, le public cible n'est pas toujours véritablement défini, mais l'idée, c'est de pouvoir finalement donc toucher à peu près tous les publics. Alors, ça peut être des publics très juvéniles ou peut-être des publics plus confirmés, bon, voilà, comme des collègues qui sont déjà donc en poste, même si tout à l'heure, bon, on a bien compris qu'au niveau des échanges, certains directeurs de labo pouvaient parfois donc être moins empathiques que des chercheurs plus juvéniles. Enfin, laissons ça de côté, ça c'est des expériences qu'on peut aussi parfois partager. Alors, toujours est-il que dans ces actions de médiation, donc évidemment, elles sont à la fois classiques, mais elles sont absolument nécessaires parce que il y a tout d'abord dans les expositions. Voilà. Comment faire une exposition, quelle façon, quel type de panneau présenter, quel lieu peut-on donc investir, à la fois lieu universitaire, mais quand on dit lieu universitaire, plus particulièrement à quel endroit, et comment pouvoir s'assurer que ces lieux vont pouvoir attirer ou séduire donc des publics qui, a priori, sont les publics pressentis. Ensuite, on a donc les ateliers. Donc là, c'était tout à fait intéressant parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y avait une très grande variété en réalité d'ateliers. Il y avait l'atelier, si je peux dire, qui pouvait concerner quasiment l'équivalent donc d'un TD sans distinction. Il y avait au contraire plutôt des ateliers qui faisaient appel, si je peux dire, autour d'un projet plus resserré, donc une sorte de volontariat. On peut donc là se lancer vers un récit où on peut tout simplement, peut-être, enfin je dis tout simplement, c'est pas simple, hein, mais donc agrémenter donc le propos pour essayer de rendre compte visuellement de tel ou tel aspect. Et puis toujours dans ces actions de médiation, c'est évidemment ce qui a été dit, c'est les liens avec les étudiants, mais ça peut être aussi avec les élèves. Et à ce moment-là, donc toutes les façons donc possibles sont présentées pour. Voilà. Alors, évidemment, la difficulté, vous l'avez compris, au fur et à mesure que je parle, je peux pas lire ce qui défile à l'écran, donc ce qui ajoute à ma frustration. Non, mais moi je voulais juste rebondir sur l'aspect, et ça a été évoqué une seule fois, concernant des ateliers, l'apport d'un autre domaine de recherche qui est celui de l'Oubapo, l'ouvreur de bande dessinée potentielle, qui est la branche bande dessinée de l'Oulipo, celle de Queneau, Pérec et Le Lyonnais et compagnie, quoi. Mais c'est vrai que le travail sur les contraintes permet de bien appréhender ce qui se joue dans la bande dessinée et qui va servir aussi, qui n'est pas simplement de l'illustration, qui n'est pas simplement un questionnement sur ce qu'on met dans l'image, mais aussi dans ce qui va se passer entre les cases. J'enseigne à des adultes et j'ai souvenir de la première fois que j'ai fait cet exercice qui consiste à demander aux gens de faire chacun 2 cases qu'on a copiées,
enfin photocopié et puis découpé, et qu'on a remonté en première d'une personne, première d'une autre personne, deuxième de cette deuxième personne et deuxième de la première. Donc on a enchâssé en carré les deux cases de deux personnes dans deux autres cases, ou que c'est pas clair. Et en fait, le résultat, c'est que ça booste comme ça le propos. En tout cas, ça permet d'appréhender que ce qui se joue entre les cases est vraiment très important. Voilà, parce qu'on a eu une grande réflexion effectivement sur comment mettre en image des concepts, des doutes, des questionnements, ce qui est absolument fondamental. Et puis il y a quelque chose de la rythmique, quelque chose de l'incroyable colle entre les cases et la mise en branle d'un processus imaginatif qui table sur l'intelligence du lecteur. Intelligence, ça veut dire mettre en rapport, comme dans Intelligence avec l'ennemi, quoi. Et du coup, il se passe quelque chose qui est encore au-delà de ce qu'on met dans les images. Justement, sur le cas, je permets peut-être de faire un petit peu un petit détour. Il y a une étudiante de l'université de Poitiers qui s'appelle Véronique Blanchard. Sa thèse a été publiée, elle vient même de sortir en format de poche, qui s'est intéressée plus particulièrement donc à la délinquance féminine juvénile à partir des années 1945, en gros jusqu'aux années 1955-60. Et dans les dossiers qu'elle a consultés, eh bien, on demandait donc à ces jeunes filles de dessiner leur vie en 4 cases. Pas plus. Voilà. Et donc là, on a d'une certaine manière une sorte de recours à la bande dessinée pour faire des enquêtes de personnalité. Et donc là, en 4 cases, comment raconter son existence, même si elles étaient arrêtées, donc bon, à 18 ans, 19 ans, bon, parfois, donc avant 21 ans en tout cas, c'est tout à fait donc extraordinaire comme façon de faire. Ce qui m'amène à ce moment-là à l'autre point. Oui. À l'autre point donc transversal sur le suivi éditorial. Alors sur le suivi éditorial, là, bon, ça a été donc abondamment souligné, c'est absolument donc indispensable. Et ce qui était tout à fait donc intéressant au cours de la journée actuelle, c'est de montrer la diversité des formats. Voilà, puisque on a à la fois donc la thèse, enfin les 11 thèses qui ont été sélectionnées, donc le premier format en tout cas avant l'album plus classique. On a aussi donc la frise du temps qui nous a été présenté ce matin donc avec le dépliant. Donc là c'est un tout autre format. Ça c'est absolument aussi donc extraordinaire. On peut passer du minimaliste, si je peux dire, donc à la grande planche panoramique. Et puis on a aussi donc ça a été présenté les carnets de voyage où là on découvre à la fois les gorilles et des hommes et puis les collectionneurs de sciences. Et puis également donc la bande dessinée donc numérique qui peut être aussi donc une option donc particulière et qui s'adresse aussi donc à un public assez vaste. Voilà. Donc cette question du suivi éditorial, c'est aussi quelque chose qui est important parce que ça montre bien qu'au-delà de la résidence, eh bien, il y a eu un véritable accompagnement. Et puis après, donc, il existe bien quelque chose qui va s'inscrire dans la mémoire et qui va pérenniser à ce moment-là donc le fait que les artistes ont été sollicités autour d'un projet. Là, je n'ai rien à ajouter. Non, mais je relève qu'encore une fois, on est de la même façon qu'il y avait un médiateur entre le dessinateur et entre le dessinateur et le scientifique, il y a le travail du médiateur. Et c'est vrai que pour les résidences aussi, il y a l'articulation d'un troisième terme qui permet comme ça à l'ensemble de fonctionner. Et l'éditeur a aussi ce rôle-là d'intercession. Lui a en tête un objet fini, il peut recadrer et dans le temps et graphiquement, et c'est important aussi, ce rôle-là. Et puis peut-être dernier point pour cette courte mise en perspective, c'est la question des publics. Alors, quels sont les publics visés? Parce que ça n'a jamais été explicité en tant que tel, mais ça apparaît donc dans pas mal d'interventions. Donc, c'est des publics très différents, parce qu'on a vu que ça pouvait être des publics scolaires. Donc à ce moment-là, c'est des doctorants, c'est des chercheurs ou des chercheuses confirmés qui vont donc dans des classes, dans des collèges, dans des lycées, peut-être même dans la dernière section d'école maternelle. Non, là j'exagère bien sûr, mais en tout cas, tous les publics peuvent être concernés. Et vous savez bien, notamment en ce qui concerne donc les matières les plus scientifiques, ce qu'on appelle communément les sciences dures. Aujourd'hui, on a quand même une disparité dans les projections d'avenir entre les filles et les garçons. Et là, c'est une action qui est absolument donc indispensable
pour essayer peut-être de susciter le déclic pour que les filles, évidemment, peut-être se disent qu'il n'y a pas de plafond de verre et qu'elles peuvent effectivement donc aller vers des études supérieures. Voilà, ça me semble. On a vu aussi à un moment donné dans la petite planche qui avait été présentée tout à l'heure que un des publics visés, ça pouvait être aussi les robots. Voilà, bon, je n'avais pas pensé avant de vous écouter et avant de voir ce que vous avez présenté. Ça élargit à ce moment-là donc le spectre, en tout cas le périmètre des publics visés. Et puis le reste, évidemment, c'est tous les publics sont possibles. Ça peut être le public des étudiants, des étudiants avancés. Ça peut être aussi le public des collègues. Et puis surtout, ce qui était aussi important, et je suis pas sûr que le message soit forcément bien passé, et peut-être que nous, on a une part de responsabilité pour les mois qui viennent, c'est quand même de bien transmettre cette information aux écoles doctorales, que les écoles doctorales se saisissent bien de cette question donc de la bande dessinée et qu'elles puissent mesurer à ce moment-là toute la richesse et tous les avantages qu'on peut retirer. Voilà. Alors peut-être inviter les collègues qui sont déjà qui portent avec eux déjà une solide expérience, mais ça serait effectivement tout à fait donc essentiel. Voilà. Non, parce que comme on faisait des signes là, donc je savais pas si j'avais dépassé mon temps de parole, mais en fait c'est parce que je parle trop loin du micro, voilà, en le bougeant, et c'était ça. Là, moi j'ai terminé, donc. Très bien. Non, je souscris. On a encore 5 minutes ou on continue? D'accord. Voilà. Hop. Avec la difficulté de saisir le mouvement, et entre ceux qui parlent avec les mains et ceux qui parlent moins avec les mains. Voilà. Dernière séquence. Ça y est, on rattrape le. Alors, il y a plein de thèses sur le temps dans la bande dessinée. Là, on est sur une restitution de Rush, mais ça y est, on arrive vers ce moment où on est plus proche on a encore nos débats plus frais encore. C'est le dernier. Alors, oui. J'en étais à me dire, mais qu'est-ce qui fait qu'à l'adolescence, on puisse arrêter la bande dessinée? C'est une question pour vous. Raon contre Corto Maltese, ça a déjà été dit. Il faut relire Le Petit Christian de Blutch. Voilà, donc il restera plus finalement, peut-être par rapport aux organisatrices, aux organisateurs, de nous envoyer prochainement, donc grâce au courrier électronique, un compte rendu donc illustré, graphique de cette première journée. Voilà, nous vous remercions en tout cas. Je crois que je suis. Je crois que c'est le dernier, non ?